bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulé JDBC et transactions. Alors tout de suite le menu. On va voir les transactions, les propriétés des transactions, le JDBC et transactions, les transactions concurrentes, les niveaux d'isolement et enfin le looking. Alors, les transactions. Alors, les transactions, c'est un ensemble d'opérations. Donc, on parle parfois de transactions bancaires, mais au niveau informatique, il existe aussi des transactions. Alors, le fait de programmer avec des transactions a beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que si vous faites une programmation normale sans transaction, le plus grand problème qui peut se poser, c'est que est-ce que les informations qui ont été saisies au niveau du formulaire arrivent-ils à atteindre la base de données ou pas? Et ça, c'est un grand problème. Parce que lorsque vous cliquez, par exemple, sur le bouton « Envoyer » ou « Enregistrer », il n'y a pas que la sauvegarde des données au niveau de la base de données. On peut avoir plusieurs opérations qui se font. Alors maintenant, lorsqu'on travaille avec les transactions, on peut bien sûr les programmer de telle manière à ce que si une des opérations n'a pas été effectuée, toute la transaction soit annulée. Alors le fait de travailler avec les transactions reste une chose très importante. Alors maintenant, si vous ne travaillez pas avec les transactions et que vous avez par exemple un bouton, en cliquant sur un bouton, plusieurs opérations s'effectuent. Alors maintenant, si vous ne travaillez pas avec les transactions et qu'une des tâches ou qu'une des opérations n'a pas été effectuée, vous n'allez pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres opérations qui vont être effectuées et une qui ne va pas être effectuée. Mais lorsque vous faites une transaction et vous travaillez avec des transactions, vous pouvez bien sûr la programmer de telle manière à ce que si une seulement des opérations n'a pas été effectuée, automatiquement, toute la transaction sera annulée et rien ne va être fait. Alors, un exemple, transfert d'argent entre comptes courants par exemple. Alors vous avez par exemple un compte numéro 313 et un autre compte numéro 456 et nous voulons bien sûr faire un transfert de 100 € par exemple du compte 313 au compte 456. Notre base de données, donc la base de données qui reste très simple pour l'instant, vous avez les numéros de compte à gauche et vous avez le solde de chaque numéro de compte à droite. Alors le solde du compte 313 est de 1000 €. Le solde du compte 456 est de 350 €. Donc l'opération qu'on veut faire ou la transaction qu'on veut faire, c'est bien sûr ôter 100 € du compte 313 pour pouvoir l'ajouter au compte 350. Alors on doit enlever de ce compte 100 € pour qu'il redevienne 900 et bien sûr ajouter pour qu'il devienne 450. Alors maintenant le problème qui risque de se poser, dans quel ordre effectuer les opérations? Et là, c'est un problème. Qu'arrive-t-il si une des deux opérations échoue? Et là, vous pouvez avoir un problème. Si, par exemple, vous débitez un compte et vous n'arrivez pas à créditer le compte, l'autre compte, c'est un grand problème. Alors maintenant, vous pouvez aussi avoir le problème contraire, c'est-à-dire créditer un compte sans avoir à débiter l'autre compte, et ainsi de suite. Qu'arrive-t-il si quelqu'un d'autre opère sur les mêmes comptes simultanément? Et là, c'est le plus grand problème au niveau des bases de données. Parce qu'effectivement, il y a des moteurs de recherche qui ne vous permettent pas de travailler simultanément au niveau d'un seul enregistrement. Et ça, c'est un problème. Et il y a bien sûr d'autres moteurs de base de données qui vous permettent de travailler simultanément au niveau d'un enregistrement bien précis. Alors maintenant, bien sûr, il y a des procédures à suivre, il y a des règles à suivre. C'est ce qu'on appelle généralement la gestion en optimiste. Parce que la gestion en optimiste vous permet par exemple que si un enregistrement est déjà opérationnel ou pris par exemple par un autre opérateur, alors le deuxième opérateur va boucler le temps d'attendre que le premier puisse libérer l'enregistrement pour que le deuxième le prenne en considération. Transaction et database. Alors, transaction, ensemble d'opérations élémentaires correspondant à une demande de haut niveau. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que une transaction était un ensemble d'opérations. Alors maintenant, si vous opérez, vous en tant que programmeur, vous opérez avec des transactions, vous êtes sûr de pouvoir les programmer pour que si jamais une des opérations échoue, automatiquement toute la transaction
Si par exemple vous faites un enregistrement au niveau d'une table, au niveau de quelques informations de personnes et ainsi de suite, vous pouvez automatiquement les récupérer l'ancienne information. Et ça c'est très important au niveau des transactions. Alors peut avoir deux résultats la transaction, un succès ou bien sûr un échec, c'est tout à fait normal. Alors tout dépendra bien sûr de l'environnement extérieur, parce que lorsque vous attaquez une base de données, alors vous pouvez avoir une base de données avec un langage de programmation, peut-être qu'on peut avoir des problèmes au niveau du langage de programmation, peut-être on peut avoir un problème au niveau de la base de données, peut-être on peut avoir un problème au niveau de la liaison qui existe entre le langage de programmation et la base de données, mais toujours est-il, le plus grand avantage, bien sûr, de pouvoir annuler la transaction si toutefois vous avez un problème. Alors, une transaction se termine avec succès si et seulement si toutes les opérations qui la composent sont un succès. Sinon, s'il y a au moins une qui échoue, automatiquement la transaction sera. Une transaction échoue si seulement une des opérations ne peut être exécutée. En cas d'échec, l'état de la database doit rester inchangé. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors maintenant, on va voir un petit schéma qui illustre un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Vous avez le début de la transaction, begin transaction. Vous avez les opérations élémentaires sur la base de données. Alors maintenant, vous avez le commit d'envoi. Et bien sûr, l'état de la base de données mise à jour. Alors quand vous pouvez avoir bien sûr un rollback. Et bien sûr, un état de la base de données qui est inchangé. Alors tout dépend ici des opérations élémentaires sur la base de données. Si ces opérations se passent correctement, bon, automatiquement on va avoir un envoi et la base de données sera mise à jour. Sinon on va avoir un rollback, automatiquement un retour si vous voulez, et l'état de la base de données restera inchangé. Les propriétés des transactions. Alors l'atomicité. La transaction est une entité indivisible d'exécution, où toutes les opérations actives et permanentes, ou elles échouent toutes. Donc c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, si au moins une opération échoue, toute la transaction doit échouer. Alors, consistance. L'exécution d'une transaction ne doit pas violer les contraintes d'intégrité de la base de données. L'isolement. Une transaction doit être indépendante des autres qui sont en exécution sur la même base de données. Alors pourquoi? Parce qu'on va prendre l'exemple d'une banque. Au niveau d'une banque, vous avez un serveur et ce serveur-là, bien sûr, il est connecté à plusieurs postes clients parce que vous avez plusieurs guichets. Et vous avez la possibilité d'avoir plusieurs transactions qui attaquent la base de données. Alors dans ce cas-là, une transaction doit être vraiment indépendante des autres transactions. Et c'est là où on va voir l'avantage de Java au niveau, bien sûr, de la gestion des transactions. La persistance, l'effet d'une transaction conclue avec commit ne doit pas être perdu. Pourquoi? Parce que maintenant, lorsque vous faites une opération avec commit, toutes les informations que vous avez faites, toutes les transformations doivent être sauvegardées au niveau d'une case mémoire. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un problème maintenant entre la deuxième étape, automatiquement on doit rendre la base de données comme elle a été bien avant le début de la transaction. JDBC et transactions. Alors le JDBC, c'est ce qu'on appelle le Java Database Connectivity. Alors le Java Database Connectivity reste un service des API du J2E, si vous voulez, et c'est un service qui est très important. Alors comme vous devez le savoir, les API du J2E généralement sont répartis en 3 ou 4 étapes. Vous avez les composants, donc les composants web, vous avez les composants de métier, et vous avez les services d'infrastructure et les services de communication. Alors le JDBC fait partie bien sûr du service d'infrastructure. Alors les applications Java JDBC avec l'objet connection peuvent communiquer au serveur. Alors là, la première des choses à faire avant de faire quoi que ce soit, c'est de pouvoir assurer une connexion, une connectivité si vous voulez, entre bien sûr le langage de programmation et la base de données. Alors là, bien sûr, vous avez un objet connection qui va vous permettre de faire une connexion avec la base de données. De lancer une nouvelle transaction
Alors maintenant, il y a deux types de connexions. Alors, il y a une connexion permanente. Vous pouvez bien sûr avoir une connexion permanente comme dans le cas de Visual Basic, le fait de créer un data environnement. Lorsque vous créez un data environnement, vous créez une connexion permanente. Mais, bien sûr, il y a un risque d'avoir quand même une certaine lenteur. Pourquoi? Parce que la base de données va être prise par un data environnement. Si vous ouvrez plusieurs programmes en même temps, donc chaque programme aura son data environnement à seul et vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, la deuxième chose, c'est d'avoir une connexion pour la transaction. Donc, chaque fois que vous avez besoin de faire une transaction, vous connectez directement à la base de données, faire ce que vous avez à faire, et puis, bien sûr, fermer votre connexion. Alors, d'effectuer le commit de la transaction en cours. Donc, vous voyez, premièrement, faire une connexion avec la base de données, lancer une nouvelle transaction, effectuer le commit, l'envoi, si vous voulez, de la transaction en cours, exécuter le rollback de la transaction en cours. Alors maintenant, vous avez votre connexion qui est là. Alors maintenant, la méthode qu'on va utiliser, c'est le set autocommit. Et bien sûr, le commit. Et le rollback, et ainsi de suite. Donc, au niveau de la connexion, pour pouvoir vous connecter à la base de données, il faut faire appel à ces objets-là pour pouvoir travailler. Alors, par défaut, une connexion est ouverte en modalité autocommit. Et c'est quoi l'autocommit? C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité de vous connecter chaque fois que vous avez une transaction à faire. Alors maintenant, si vous n'avez pas de transaction, vous êtes déconnecté. Et là, c'est une très bonne chose pour la base de données. À la fin de chaque instruction SQL, on exécute un commit. C'est coûteux en termes de CPU et peut avoir des conséquences imprévues. Alors pourquoi c'est coûteux en termes de CPU? Parce que ça consomme les ressources du microprocesseur. Pourquoi? Parce que si à la fin de chaque instance SQL on exécute le commit bien sûr, il doit avoir de la mémoire, il doit avoir quand même les ressources du microprocesseur pour pouvoir exécuter les tâches qu'il a à exécuter. Alors pour un fonctionnement correct cette fois-ci, il faut désactiver la modalité autocommit. Pourquoi? Pour pouvoir désactiver la possibilité autocommit, vous allez gagner beaucoup de temps. Parce que si vous le faites manuellement, c'est vous qui allez faire ça avant la transaction, vous allez faire une connexion avec la base de données. Une fois que vous faites passer votre transaction, tout à fait à la fin, vous arrêtez bien sûr la connexion avec la base de données. Si vous le mettez en autocommit, ça peut prendre un petit peu de temps et ça peut générer bien sûr des ressources en termes de microprocesseur et en termes de mémoire. Alors maintenant, la méthode que vous devez utiliser, c'est le void ct autocommit boolean mode. Là, il faut le désactiver. Alors pour terminer la transaction, employez les méthodes suivantes. Le void commit, le void rollback, dans le cas où vous avez un échec quelque part. Alors on va voir maintenant les transactions concurrentes. Alors les transactions concurrentes, c'est le fait d'avoir des transactions simultanées au niveau d'une même base de données, voire même au niveau d'une même table, voire même au niveau d'un même enregistrement. Alors en cas d'application multi-usagers, la base de données devra satisfaire plusieurs demandes simultanément. Et là, je vous ai donné l'exemple de la banque, c'est le meilleur exemple. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la banque, vous avez un serveur et vous avez plusieurs guichets qui sont connectés à ce serveur-là. Et vous avez plusieurs transactions qui se font en même temps. Donc, nous devons avoir une base de données assez puissante pour pouvoir gérer ces transactions-là. Et bien sûr, nous devons avoir un programme très puissant qui prenne en considération tous ces problèmes-là pour pouvoir les arranger, pour avoir une très bonne connexion avec la base de données, sans altération de données. Et bien sûr, donner la possibilité à toutes les personnes de pouvoir accéder à la base de données sans problème et rapidement. L'exécution de plusieurs transactions en concurrence peut entraîner divers types d'anomalies. Et ça, effectivement, c'est le problème. Alors, heureusement qu'il y a un historique. On connaît les problèmes qui peuvent surgir lors de la connexion avec une base de données. Alors maintenant, si on connaît ces problèmes-là, automatiquement, on doit les prendre en considération. Mais avec Java, on a pris ça en considération. Alors, premier problème, le Doctor-Read. Alors, Doctor-Read, on va voir soit T1 et T2, deux transactions concurrentes. Pendant l'exécution de T1, par exemple,
on met à jour la ligne X. Donc au niveau de la première transaction, on va mettre à jour la ligne X. Peut-être un débit, peut-être un crédit. Alors la transaction 2, T2, lit la ligne X avant que T1 ne soit terminée. C'est-à-dire que vous avez une transaction T1, mais avant que la transaction T1 prenne fin, la deuxième transaction lit les informations qu'il y a au niveau, bien sûr, de la ligne X. Alors maintenant, le dirty read, son principe, c'est que T1 échoue. La valeur lue par T2 n'est pas valable. Alors on va voir ça au niveau d'un schéma, on va essayer de le comprendre correctement. Vous avez bien sûr en termes de temps, donc là c'est en termes de temps. Le T1 va faire un update de l'enregistrement X, d'accord? Mais le T1 n'arrive pas à terminer à la fin, que T2 demande bien sûr une consultation. Alors, vous avez bien sûr un rollback tout à fait. Alors, vous avez le commit ici et vous avez le rollback ici. Alors, bien sûr, le T1 va échouer et le T2 va avoir une mauvaise information en temps réel. Alors, vous le voyez ici. Alors, maintenant, nous allons voir un deuxième problème, le repeatable read. Soit T1 et T2, deux transactions concurrentes. Alors, T1 lit la ligne X. Et T2 la met à jour en même temps. Donc c'est un petit peu le contraire. Parce que tout à fait, au début, la première, le dirty, il y avait l'écriture, c'est-à-dire qu'on devait mettre à jour tout à fait au début. Donc on a commencé avec la mise à jour tout à fait au début, et puis la lecture. Maintenant, on va commencer la lecture, et T2 va faire la mise à jour. T2 conclut la transaction avec commit. Et T1 relie le X. C'est ça l'avantage qu'il y a. Les valeurs lues par T1 sont différentes parce que la première valeur qui va être lue n'est pas la deuxième. Parce qu'entre la première et la deuxième, il va y avoir une mise à jour. Et là, bien sûr, les valeurs vont différer. Alors, on le voit au niveau du schéma. Vous avez le T1 qui va faire une lecture. Donc, il va sélectionner l'enregistrement X. Mais dans le temps, il y a le T2 qui va faire une mise à jour, donc un commit. Alors, automatiquement, au niveau du T1, il va recevoir une deuxième valeur. Il va utiliser bien sûr le commit et non pas bien sûr le rollback. Et on le voit ici, donc on a un select et bien sûr un commit à la fin. On va voir un troisième, le phantom read. Alors soit T1 et T2 deux transactions concurrentes comme d'habitude. T1 lit un ensemble de lignes. Pas une seule, mais un ensemble de lignes d'un tableau sujetti à une certaine condition. T2 ajoute des lignes au tableau qui satisfont cette condition. C'est-à-dire que le T1 lance une requête pour rechercher certains enregistrements au niveau du tableau. Par exemple, une requête des gens qui ont un compte débiteur, par exemple. Alors maintenant, en même temps que vous lancez cette transaction, il y a une autre transaction qui ajoute d'autres comptes débiteurs. Alors pour ceci, T1 réexécute la condition ci-dessus et trouve des lignes fantômes ajoutées par T2. Et on va le voir au niveau de notre schéma. Vous avez le T1 qui fait une lecture des lignes. Le T2, en fonction du temps, il fait une mise à jour. Il nous ajoute d'autres lignes, bien sûr, qui répondent à la requête ou aux critères demandés par T1. Alors tout à fait à la fin, bien sûr, la requête sera encore refaite pour avoir la mise à jour des lignes demandées au niveau de la requête. Niveau d'isolement. Alors, vous avez une visibilité d'une transaction par rapport à l'activité de ses concurrentes. Et là, on va le voir un petit peu plus en détail. Le read uncommitted. Il n'y a pas de contrainte sur la visibilité entre les transactions. Le dirty read qu'on vient de voir, ainsi que le repeatable read et le phantom read sont permis. Mais ils ne protègent pas les anomalies. Et vous avez encore d'autres prestations. Alors, le read committed. Les dirty read ne sont pas permises au niveau du read committed. Interdit à une transaction de lire des lignes modifiées par d'autres transactions dont le commit n'a pas encore été exécuté. Vous voyez un petit peu les changements qu'il y a, bien sûr, entre une procédure et une autre procédure. Repeatable read.
le dirty read et le repeatable read ne sont pas permises. Une transaction ne peut pas relire une ligne qui est entre-temps modifiée par une autre transaction. Alors, c'est réalisable, niveau d'isolement total. L'exécution contemporaine des transactions exécutées une à la fois. Alors, vous avez votre connexion. Vous avez la méthode cette transaction isolation. Et vous avez bien sûr l'appel, le get transaction isolation. Alors là c'est pour pouvoir l'isoler. Alors là, vous n'avez pas de problème au niveau des erreurs. Pourquoi? Parce que chaque transaction attend la première transaction. Elle ne doit pas réagir avant la fin de la première transaction. Et c'est là l'exemple que je vous ai donné tout à fait au début de cette leçon-là, le fait de travailler avec ce qu'on appelle un data environnement. Alors en fait, on travaille avec un environnement optimiste, et le fait de travailler avec un environnement optimiste ne permet pas à une deuxième transaction de travailler sans la fin de la première transaction. Le locking. Alors comment bien sûr un database MS fait-il pour isoler les transactions? Avant de faire une opération sur un ensemble de données, il cherche à obtenir le contrôle par un mécanisme de lock-in. Donc vous voyez maintenant le data environnement, c'est ça. Lorsque vous voulez effectuer une transaction au niveau d'une base de données, et c'est très important, on voit d'abord est-ce que vous avez la clé de cette base de données, parce que la clé, vous ne pouvez pas l'avoir si elle est prise par un autre, si vous voulez, une autre transaction. Donc, l'avantage que vous avez, vous travaillez en environnement optimiste et vous devez attendre que la première transaction soit terminée pour que vous puissiez bien sûr travailler avec la deuxième transaction. Il y a divers types de lock. Le lock en lecture non exclusif. Le lock en écriture exclusif. Et vous avez diverses politiques. Le lock de la ligne, de la page, du tableau. Le lock est pessimiste ou optimiste. Vous voyez qu'on retrouve le mot optimiste ici. Et là, au niveau de tous les langages de programmation, au niveau de chaque connexion, vous avez la possibilité de régler votre connexion en lecture seule, en écriture seule, en exclusif, mais en pessimiste ou optimiste. Lorsque vous réglez l'optimiste, vous êtes sûr de ne pas avoir des problèmes au niveau de la base de données. Surtout que, généralement, c'est une question de quelques millièmes de seconde entre une transaction et une autre transaction. Mais toujours est-il, l'avantage que vous avez, on ne peut pas entamer une deuxième transaction si la première n'est pas terminée. Mais faudrait-il travailler en environnement optimiste? Dépend bien sûr du DBMS utilisé, bien sûr de la base de données utilisée. Alors le locking pessimiste. La ressource est bloquée dès sa sélection pour les opérations suivantes de mise à jour. Alors, vous avez bien sûr votre opération, le T1, il va bien sûr prendre l'opération en main, il a la clé et automatiquement vous avez une mise à jour qui va être faite et un commit qui va être exécuté. Alors, le locking optimiste, la ressource est bloquée seulement au moment où elle commence l'opération de mise à jour. Et on va la voir ici. Regardez, le blocage se comme au moment même de la mise à jour. C'est-à-dire que le T1 entame l'opération select est entamée et automatiquement le blocage va être ici avant la mise à jour. Et ça, c'est très important. Alors, la comparaison. Le locking pessimiste, il y a une absence d'anomalie. Mais le temps d'attente est élevé. Alors que le locking optimiste, vous avez plus grande concurrence au niveau des paramètres ainsi que des activités qui vont se passer. Et vous avez un risque d'anomalie. Alors, anomalie, right, soit T1 et T2, deux transactions concurrentes. T1 lit la ligne X, T2 lit la ligne X aussi et la met à jour. Alors T1 met à jour la ligne X et la mise à jour de T2, elle sera perdue. Et on va le voir ici maintenant. Vous avez le T1
qui lit bien sûr l'information, T2 qui veut lire l'information et la mettre à jour, donc il lit, il la met à jour, d'accord? Et après, bien sûr, vous avez un update qui se fait tout à fait à la fin avec un commit. Alors là, vous passez, mais vous perdez une information. Un exemple, donc vous pouvez voir un exemple concret au niveau du chapitre 7. L'exemple s'appelle réserve cinéma.java. Alors maintenant, pour toute information complémentaire, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.